Aujourd'hui, on parle de l'enfer du merge sur Git. Je vous explique tout ça. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Et quand je dis je vous explique tout ça, c'est surtout mon invité qui va vous expliquer tout ça. Bonjour, bienvenue. C'est le nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast. Laissez-nous vos feedbacks, abonnez-vous, parlez-en à vos collègues, si vous avez des collègues, à vos amis, si vous avez des amis. C'est comme ça que la communauté grandit. Vous pouvez nous laisser vos commentaires et feedbacks dans les diverses applications de podcast et puis sur le web également dans sur les réseaux sociaux. Mon invité aujourd'hui, c'est Julien Danjou, cofondateur et CEO d'une start-up française qui s'appelle Mergify, avec un Y au bout, mergify.com. Je vous mets le lien évidemment dans les notes de vos applications de podcast. Julien, merci d'être là avec nous. J'ai ouvert cet épisode en parlant de l'enfer du merge. C'est quoi le problème auquel vous souhaitez vous attaquer, auquel vous vous attaquez vraiment d'ailleurs? Ouais, salut Sébastien. Il y en a plein. Il y en a plein. Un des principaux problèmes, les deux gros problèmes que nous on a identifiés du côté du merge, c'est principalement au côté de la CI, parce que maintenant, je pense que depuis 10-15 ans, toutes les bonnes équipes de développeurs ont développé ce côté intégration continue, CI et de bonnes pratiques. Sauf que t'as un côté très positif qui fait que tu peux merger plus vite, de meilleure qualité, déployer plus souvent, etc. Donc tu vas vers ce côté, on fait plus une release tous les 6 mois qu'on grave sur un CD-ROM. Maintenant, c'est bon, on peut pousser des trucs, surtout dans le monde du SaaS, tu vois, ou plusieurs fois par jour, etc. Mais d'un autre côté, tu as ce côté embêtant du CI où c'est très long, souvent. Alors ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de comment tu travailles, etc. Mais ça peut être très long, ça peut durer 1 minute jusqu'à plusieurs heures, selon comment tu travailles et selon ce sur quoi tu travailles. Et ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps hyper fiable. Ça reste une sorte de processus logiciel qui se lance et qui valide des trucs. Et du coup, des fois, ça valide pas. Des fois, ça bug. Des fois, ça tombe en panne. Donc, t'as plein de problèmes. Et ça, c'est un vrai souci. Et les équipes avec lesquelles on bosse, notre but, c'est d'arriver à résoudre tout ce problème-là autour de la CI et dire, OK, en fait, si ça marchait tout le temps, si ça validait vraiment que ça fonctionne, que ça nous dise pas une fois qu'on a mergé qu'en fait, ça marchait pas et qu'on n'aura pas dû merger, etc. En fait, t'es pas le premier qui me dit le challenge des CI, c'est le temps que ça prend, le temps de build. J'ai déjà fait d'autres épisodes dans d'autres podcasts où les startups s'attaquaient spécifiquement au temps de build avec des techniques de cache et autres optimisations. Ici, vous prenez un angle différent, c'est de dire si il y a plusieurs personnes qui font des merges en même temps, il peut y avoir aussi des conflits entre un merge, un truc qui marche chez moi, marchera pas nécessairement quand je vais le merger 1 heure après parce qu'il y aura eu des changements entre temps. C'est dans ce contexte-là qu'on vous êtes parti, au début en tout cas. Au tout début, c'est ce contexte-là, on est une des premières équipes à avoir construit ce qu'on appelle aujourd'hui une merge queue, qui était un truc assez, alors qui existe depuis plus ou moins longtemps. J'ai écrit un article d'ailleurs il y a quelques mois là-dessus sur l'historique des merge queues et d'où ça vient, ce concept-là. Et tu vas nous expliquer ça en détail. Ouais, d'où ça vient maintenant, tu trouves cette fonctionnalité par exemple chez GitHub. GitLab a commencé à bosser il y a quelques années sur un système de train en anglais, qui fait un petit peu la même chose. Le concept de la merge queue, c'est de dire tu peux pas juste merger du code et espérer que ça marche. Tu dois tester un certain nombre de choses. Alors c'est ce que fait le CI. Le problème du CI, c'est qu'il te reste des trous dans la raquette. Grosso modo, c'est que si on prend la manière classique de bosser sur GitHub pour les équipes, c'est tu fais une pull request. Tu testes ta pull request avec le CI, donc tu sais que ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'entre le moment où tu lances ces tests et que tu as fait ta pull request et le moment où tu merges, en fait, la branche sur laquelle tu te bases, qui peut être la branche main en général, elle peut avoir 10, 20, 30, 40, 50 nouveaux commits. Donc le problème classique que tu vois, c'est que tu fais une pull request avec une nouvelle fonctionnalité qui va importer un module Toto. Ok, cool. Donc tu importes ce module Toto, tu fais ta nouvelle feature et tu lances les tests, ça marche. Sauf que entre-temps, là, il y a une autre PR qui passe et qui est émergée, qui renomme ce module Toto en Titi. Donc en fait, il y a pas de conflit au sens où les gens sont habitués à dire conflit, effectivement, les fichiers se marchent dessus. Là, il y a pas de truc qui se marche dessus. Toi, t'as juste une dépendance Toto. qui change. Ouais, t'as une dépendance, c'est juste elle a été renommée sous tes pieds en fait. Mais toi, tu le vois pas dans ta PR et les tests, ils ont tourné, tu vois, la veille par exemple. Et c'est ce matin qu'on a renommé le truc. Mais GitHub, il nous dit ça quand la branch man a changé, il dit attention, ça peut plus être mergé immédiatement, donc il faut d'abord faire un pull et synchroniser.
Alors ça, il te le dit si tu as un vrai conflit parce que les fichiers se marchent dessus, mais Ouais. quand tu fais Ah oui, juste un c'est un import, truc logique, ouais. Mhm. ouais, si tu fais juste un import, toi, tu as un nouveau fichier que tu as Mhm. ajouté, tu as fait import Toto. Donc ça marche à l'instant T, mais le Toto, il a disparu, il a changé de nom. Et en fait, t'as pas de conflit au sens Mhm. de Git et GitHub te diront pas, Mhm. oh, il y a un conflit là, vous modifiez le même fichier, parce qu'en fait, t'as pas modifié le même fichier. Ce que nous, on appelle un conflit sémantique, c'est-à-dire qu'en Mhm. fait, t'as pas de modification du code au même endroit où tu dis, bah là, je sais pas quoi faire, les lignes sont plus les mêmes, tu vois. Là, c'est juste, ça marche pas. Et si tu merges cette paire qui fonctionne dans le CI, et que tu relances les tests sur main, ben ça va pas marcher. Et main, le CI de main va dire, bah là, ça marche pas, tu viens de merger un truc, ça fait import Toto, moi je connais pas Toto. Et tu dis, bah oui, ça a été renommé, mais je pouvais pas le savoir. Et si tu l'aurais vu, la seule condition pour le voir, c'est que sur ta pull request, et ça GitHub maintenant peut le faire depuis maintenant quelques années, te dire, ah ouais, si ta paire n'est plus à jour, dans ce cas-là, empêche-moi de merger ou indique le moi. Et donc du coup, dans GitHub, tu peux dire, ah, le CI passe, mais la paire n'est pas à jour par rapport à main. Du coup, tu devrais la rebase, par exemple, pour être sûr que tu pulls les derniers commits de main et retestes la branche. Et si tu fais ça, effectivement, tu verras que la branche, ta branche de PR ne fonctionne plus et tu pourras pas la merger. Mais ça sous-entend que tu fasses ça pour chacune des PR qui est ouverte avant de la merger. Et donc, si tu commences à faire ça dans des équipes de 50, 100 développeurs, encore pire dans un monorepo où tout le monde bosse en même temps et tu vas merger, je sais pas, 50 PR par jour, tu te retrouves dans un système où On chaque passe son temps développeur, à faire des rebuilds de son PR. exactement, tu passes ton temps à faire des rebases et donc t'arrives le matin, t'as 50 paires à merger, tu rebases la première, tu la merges et puis en plus t'as 49 développeurs qui font c'est mon tour maintenant. Du coup, c'est la baston. Donc tous les 49 font un rebase en même temps, donc ton coup de CI explose. Tu veux merger la paire suivante, donc c'est le premier qui a fini le CI qui appuie sur merge qui gagne et t'en as 48 autres derrière qui donc voilà, donc t'as une queue en fait sans fin de gens qui veulent merger. Donc ce que fait une merge queue, c'est exactement ça Ouais, avec des stratégies. et du coup, tu dis tes coûts explosent, évidemment, les coûts d'infrastructure pour faire tourner Ah tous oui. ces CI, et ce n'est que pour les rebases. On n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités là, c'est juste Non. s'assurer que tous ces PR fonctionnent les uns avec les autres, et donc que ça soit sur GitHub ou on-prem ou même dans le cloud AWS, ben, on paye du temps d'infrastructure, du temps de CPU pour tous ces builds, sans apporter aucune valeur ajoutée. Et donc, Exactement. je t'ai interrompu. Et donc, le queue merge résout ça. C'est quoi c'est une file En fait, ce d'attente que de tu merge? fais exactement, c'est qu'en fait, toutes tes PR qui vont être prêtes à être mergées, tu vas pas les merger directement en cliquant sur le bouton dans GitHub, tu vas les Mhm. mettre dans une queue. Et ta queue, c'est une zone intermédiaire où tu vas avoir un logiciel de merge queue qui va faire en sorte que tout ça soit mergé. Donc, le mode de base, c'est ce que je viens de décrire, une merge queue très basique. Elle va prendre la première PR, la rebase, attendre que ça fonctionne. Donc, le CI tourne, dire, OK, ça marche, je merge, je passe à la suivante de la queue, etc. Donc, éviter que tu aies les développeurs qui se fight à faire 48 rebases en même temps. Elle va les faire un à un, etc. L'inconvénient de ce mode-là, qui est vraiment le mode basique de toute merge queue, c'est que c'est très long, parce que si ton CI dure 1 heure, tu merges une Ah ouais, paire bien par sûr. heure, grosso Ouais, modo. ouais, ouais. Voilà. Et je Donc, travaille à sur un part... petit projet open source. On n'est que deux et on a déjà ce problème-là avec un build de 10 minutes. Et à deux, parfois, quand on Ouais, travaille en même temps, et c'est déjà chiant à deux. Alors, comme tu dis, sur c'est des ça. grandes équipes, c'est c'est même Exactement. bloquant. Du coup, le mode par défaut, c'est de travailler sans merge queue. Et quand tu as une équipe, je dirais, de, tu vois, même 10, 15 personnes, en vrai, c'est rare d'avoir des conflits sémantiques. Ça peut arriver et c'est relou, mais le fait est que quand ça arrive, en général, tu vas le voir assez tôt parce que tu vas merger ta PR, tu vas relancer le CI sur main, par exemple, avant de déployer et ça va te dire, c'est cassé. Tu vas dire, ah oui, bah, t'avais renommé le fichier, j'avais pas vu, ok, bah, du coup, ma PR, elle marchait plus, mais je pouvais pas le savoir, j'avais pas rebase. Bon, ok, on va corriger le truc, on va revert, etc. Le problème, c'est que tu vois, et une des premières équipes qui a publié des papiers de recherche sur le système des merge queues, c'est Uber en 2019, parce qu'à la taille à laquelle ils étaient, Mhm. ils ont dû investir très tôt dans une merge queue pour gérer tous ces problèmes-là, parce que quand tu as un monorepo avec, tu vois, je sais pas combien de centaines de développeurs ils avaient à cette époque-là déjà qui commitaient, en fait, si tu as un truc qui est cassé, ça veut dire que ton CI est cassé sur main, que toutes les nouvelles PR que tu vas faire qui se basent sur ce commit de main sont cassées par définition, puisque du coup t'as plus rien qui marche, donc tous les développeurs sont en mode qu'est-ce qui se passe, ma PR ne marche pas, mais c'est pas de ma faute, c'est un truc qui est cassé sur main, tu peux plus rien merger, et en fait les PR qui sont ouvertes, qui ont été ouvertes la veille par exemple et qui sont vertes parce qu'elles ont testé la veille, sont mergeables, donc les gens peuvent continuer à merger les trucs qui étaient passés la veille, donc t'as un truc qui est cassé à un instant T et tu peux continuer de merger les trucs. En fait, t'as un truc qui est cassé, tu veux t'arrêter. T'as rien qui bloque parce que ton CI du coup a été validé la veille sur certaines PR, etc., qui étaient un peu entre guillemets vieilles, tu vois, qui ont des commits de retard et qui ont été. Donc ouais, tu te retrouves en mode catastrophe où t'as envie de dire à tout le monde arrêtez, arrêtez, on a cassé un truc, on sait pas ce que c'est, il faut creuser 5 minutes là pour voir qu'est-ce qu'il faut river tout casser, et t'as des gars à côté parce que t'es super nombreux Qui qui continuent de continue. merger. Et tu peux pas arrêter en fait, tout le monde dit arrêtez de arrêtez tout.
arrêtez de bosser les gars, parce que c'est pas possible, tu vois. C'est donc en fait, t'es obligé d'avoir un système qui donc Uber est un des premiers à publier en tout cas, pas les premiers à Avoir implémenter théorisé. ça parce que Ouais. avoir théorisé ce truc-là, en disant voilà comment on fait ça et comment on le fait à scale. Donc en fait à scale, ce que tu fais, c'est que tu as un merge queue et à plein de stratégies différentes. Par exemple, on fait ce que nous on appelle des checks spéculatifs. C'est-à-dire que quand tu as par exemple, j'explique simplement avec 3 paires dans la queue. Le mode basique, c'est tu prends la première, tu la rebasses, tu testes, tu merges, etc. La deuxième, ça prend 3 heures si ton CI dure 1 heure. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part du principe que statistiquement, ce qui va rentrer dans la queue a de très fortes chances de marcher. Du coup, on part du principe qu'on va tester la PR1, donc on la rebase, on la teste, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est on va aussi tester le scénario, la branche main, avec la PR1 et la PR2. Et on va aussi tester en parallèle la branche main avec la PR1, la PR2 et la PR3. Et on teste ces 3 scénarios-là, qui en fait les scénarios finaux qu'on devrait avoir si tout se passe bien. On va le tester en parallèle. Donc ça va effectivement refaire tourner 3 fois ton CI en parallèle, mais on teste tous ces scénarios intermédiaires. Et donc si tout se passe bien, en 1 heure, on va pouvoir tester les 3 combinaisons et on dire, ah, ok, bah tout marche, du coup on peut Et merger la 1, la 2, la 3. ouais, dans le meilleur des cas, les 3 tests fonctionnent, ou en tout cas le complet, celui qui merge 1, 2, 3, et donc là vous savez que vous pouvez C'est ça. Et donc, du coup, ça fonctionne et on sait que les chacun combiner. des scénarios intermédiaires fonctionne. Si jamais, par exemple, la PR1 elle cassait, elle marche pas. Du coup, le scénario main plus 2 et PR1 3 échoue. fonctionnent pas non plus. Ouais. Et du coup, normalement, 2 et 3 fonctionnent pas non plus, mais on sait dès l'instant où PR1 fonctionne pas, qu'elle marche pas, du coup, on la sort de la queue et on annule les autres jobs qui tournent et on recommence, on fait, ok, bah, main plus PR2, main plus PR2 plus PR3, etc. Et on Ah oui, continue parce comme que ça ceux-là pour peuvent gagner du déjà temps. être mergés pendant que Ah, le ceux-là, on est obligé de les développeur. retester parce qu'on sait Ouais. que main plus PR1 marche pas, mais on sait pas si main plus PR2 tout seul fonctionne. Tu vois, il y a toujours ce Mhm. risque. Donc, tu testes toujours tous les scénarios et tu les testes en avance de phase. C'est pour ça que c'est Mhm. spéculatif. C'est qu'en gros, tu pars du principe que le premier va marcher et que le deuxième marchera aussi, etc. Donc, tu testes. Potentiellement, tu peux gaspiller un peu de CI parce que tu es en train de tester des scénarios qui seront pas valides à la fin. Mais c'est pas grave parce que l'importance, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le temps de CI. En fait, ce qui est vraiment important quand tu sous-entends temps de CI, souvent, c'est la latence de merge. C'est-à-dire, ce que tu veux, c'est la latence entre, soit dans une PR, c'est le feedback développeur, dire, OK, est-ce que mon truc marche et tu veux un feedback rapide, parce que c'est comme ça que tu apprends et que tu avances avec le feedback loop qui soit plus ou moins rapide. Et dans le contexte de merge, c'est que tu veux une latence qui soit rapide, en disant, OK, ce truc doit être mergé et potentiellement être mis en production si tu as du déploiement continu, et tu veux que ce soit le plus rapide possible pour pas perdre de temps et pour pouvoir continuer tes développements, etc., etc. Donc, tu veux minimiser ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, avec le mode spéculatif. Tu as d'autres modes qui sont, par exemple, le batching, où tu vas, pour économiser aussi des coûts de CI, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vas directement dire, j'ai 3 paires dans la queue, je me fais une branche temporaire avec main, c'est 3 paires dans la queue, et je teste ça, et que juste ça, et si ça marche, hop, je merge les 3 paires, et donc du coup, tu fais des batchs de merge de plusieurs paires à la fois. Ce qui a un gros avantage, c'est que ça t'économise des coûts de CI, et il y a beaucoup d'équipes qu'on accompagne sur le côté merge queue qui ont des limites en termes de ressources de CI, pour la simple et bonne raison, par exemple, qu'elles vont tester du hardware, donc du vrai matériel. Ça Ah peut ouais. être des drones, des lidars, des Là, on n'est pas microprocesseurs pour le design. élastique, Non, bah là, c'est plus comme dans compliqué. le cloud. Exactement, c'est que du coup, ton matériel est forcément limité. Et dans ce genre de cas, bah, en fait, c'est pareil, tu veux pas te retrouver avec un CI qui tourne sur main toutes les 12 heures pour valider que ça marche toujours, parce que ça, c'est un peu l'ancien temps, tu vois, des années, pour moi, 2000-2010, où tu avais des sortes de build bots qui tournaient tous les jours et qui, tu sais, les nightly builds, là, et qui te disaient le matin, ah, c'est cassé. Tu fais, bah, super, maintenant, je vais passer ma Mhm. matinée à débugger le truc. Donc, tu veux un feedback en temps réel, donc tu veux vraiment tester avant de merger. Mais tu peux pas non plus tout tester à outrance et tu peux pas lancer des scénarios, des fois, tu vois, même end-to-end ou des trucs hardware sur toutes les PR parce que ça scale pas et que c'est très long. Donc en fait, ta feedback loop est beaucoup trop longue, tes coûts sont beaucoup trop élevés. Donc ce que tu fais, c'est que tu lances des tests très basiques sur les PR. Et une fois qu'elles sont prêtes à être mergées, tu les mets dans la queue, tu fais des batchs de 5-10 PR et tu lances ta batterie de test qui peut prendre 2 heures, ce qui est sur du matériel que t'as pas en nombre illimité. Et tu manages comme ça, en fait, tes tests. Tu es sûr de les faire tourner sur toutes les PR. Donc tu es sûr que tous tes changements de code vont fonctionner et que tu vas les merger. Mais tu le fais de manière super efficace et avec les ressources contraintes que tu peux avoir côté CI. Alors j'ai deux questions super naïves. La première, c'est quand vous batchez ou même en mode spéculatif, quand vous mergez au final plusieurs PR d'un coup, ce sont des commits différents. On est bien d'accord que vous gardez l'historique de Ouais, chaque PR, qui a changé quoi, les commit notes, etc. Tout ça est préservé. ouais, tout le temps. Et Oui, oui, ça, c'est super customisable. De toute façon, bah, bon, ça après, c'est plus un problème de produit que de techno, mais effectivement, de notre côté, nous, on sait que tous les ingés ont une opinion très précise de la tronche que doit avoir l'arbre Git à la fin, tu vois, donc on permet de tout customiser, du rebase, du merge, du squash, ce que veulent les gens.
Et la deuxième question très naïve, il faut un environnement de compute pour faire ça. Je suppose que vous démarrez une VM, un container, un truc propre, et que vous faites un clone complet du repo, et puis vous prenez les différents PR, vous les mergez dans une nouvelle branche, vous lancez le CI sur cette nouvelle branche. Ça implique un peu de compute et de stockage. Eh ben non, figure-toi, parce qu'on est très malin. En fait, tout ce qu'on fait, c'est de l'orchestration de branches Git. Donc en fait, nous, on est responsable d'orchestrer la création des branches Git, comme je décrivais, c'est-à-dire de faire des batchs, etc. Par contre, là où on est très malin, c'est que pour faciliter l'implémentation du produit, on utilise complètement le CI de l'utilisateur, ce qui fait qu'on va créer des branches. On va documenter selon ce que tu utilises, par exemple, du Circle CI, du GitHub Action, etc. Les 2-3 trucs qu'il y a à faire pour que ton CI se lance bien s'il y a besoin sur les branches de MergeQ. Mais en fait, on va créer automatiquement, par exemple, du côté de GitHub, une pull request en mode draft qui va contenir ta branche main, toutes les paires qu'on va tester. Et donc, tu vas avoir un feedback directement sur GitHub avec une paire en mode draft de ce que fait Mergify. Et ça va du coup automatiquement en général lancer tes CI du type GitHub Action parce qu'ils vont voir une nouvelle pull request. Alors cette pull request, nous on la merge pas, c'est juste un draft qu'on utilise pour dire ok, voilà ce qu'on est en train de tester, on va te faire un report complet dans la draft. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a mergé comme paire dans cette branche, et ton CI va du coup tester de manière classique ou de manière plus longue si c'est des end-to-end, hardware comme je disais, cette paire, donner le feedback sur la paire en disant ouais elle marche. Nous on va fermer la paire, dire ok on sait que ça marche et on va prendre nos décisions, merger les paires d'origine etc derrière pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc en fait nous on n'a aucun boulot, on a très peu de boulot côté compute, D'infrastructure, etc. ouais. Ouais, parce qu'en fait, on fait tout basé sur GitHub, enfin Git, GitHub et le CI de l'utilisateur, ce qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir un nouveau système compliqué à configurer ou quoi que ce soit. C'est assez facile à déployer. Et donc Mergify, c'est un bot, je suis pas certain du vocabulaire, du mot, que le client doit ajouter sur son compte GitHub, sur Ouais, son c'est repo. une application GitHub, Une c'est une application. application GitHub. Ouais, exactement, ouais, qui ressemble à un bot. D'ailleurs, je crois que le suffixe chez GitHub, c'est Mergify bot. Ils ont un petit truc pour les applications GitHub maintenant où ils mettent un mode bot. Donc, effectivement, on est un peu une sorte de bot qui automatisation, tout ça. Tu m'as convaincu, comment j'installe ça sur mon repo? C'est facile, tu vas sur mergify.com, tu cliques sur Sign in, tu te connectes automatiquement avec ton compte GitHub et tu choisis ton repository et voilà, ça marche. En fait, tu as juste à taper une commande après @mergifyq dans ta PR et hop, ça la met dans la queue et ça voilà. Et après, tu peux customiser ta queue comme tu veux en faisant des batchs, tout ce que tu veux. Après, c'est directement dans notre dashboard, tu peux tout configurer. Donc, c'est super facile à déployer et tu peux mettre ça en place super rapidement. Et la solution est open source également, donc je peux aller voir le code source de ce que vous avez fait. Alors la solution est Où plus elle a open source été. maintenant. Elle a été, ouais, ça on peut en parler, c'est assez rigolo. On a commencé le projet en open source en 2018, je crois, les premières lignes de code 2019. Elle a été pendant 2-3 ans open source. On a été obligé de fermer le code source pour la simple et bonne raison que, un, ça n'intéressait pas grand monde en fait de De contribuer. voir En fait, il comment y avait ça pas de, marche, ouais. ouais, il y avait pas de côté, si tu veux, très communautaire de ce projet. Et ce qu'on a fait aussi très très tôt, enfin, depuis le début, c'est qu'on a fourni un service gratuit pour les projets open source. Donc on a des centaines de projets open source qui utilisent Mergify, soit pour le côté MergeQ, soit pour la partie automatisation, qui est notre On partie va en du parler produit un peu après, ouais. historique. Ouais, et qui est une partie un peu plus historique du produit. Et du coup, on a beaucoup d'équipes open source qui l'utilisent depuis très longtemps, et en fait, qui avaient aucun intérêt à le déployer eux-mêmes parce qu'en fait, on fournissait la solution gratuite. Donc, la raison pour laquelle on a fermé le code il y a quelques années, c'est qu'on est arrivé sur un marché de la MergeQ et du CI, etc., où plein de boîtes se sont montées, surtout aux États-Unis, et qui ont levé beaucoup plus d'argent que nous, nous on est bootstrap depuis le début, et on s'est assez vite rendu compte qu'ils nous suivaient de très près et nous copiaient allègrement. Donc on a préféré arrêter de se tirer une balle dans le pied en donnant accès à nos competitors, à ce qu'on faisait. Sachant qu'en fait on n'a eu aucun même backslash de la communauté parce que du coup tout le monde nous a dit bah de toute façon nous on utilisait le service, on n'allait pas regarder le code ni le modifier, on avait quasiment aucune contribution d'une communauté quelconque parce que les projets open source qu'on supportait étaient ravis d'utiliser le service, que ce soit ouvert ou fermé, c'était pas vraiment un problème pour eux. Donc la même chose que GitHub, au final GitHub est pas open source et bon t'as des tonnes de projets qui l'utilisent, c'est pas un souci. Donc du coup on a continué comme ça, mais on continue de fournir le service gratuitement pour des tas de projets open source, plutôt cool. Donc si on a un projet open source, on peut ajouter l'application Ouais. Mergify gratuitement. Un projet open source, c'est quoi? C'est un repo public sur Ouais, GitHub, ou il y a d'autres critères de exactement. licence ou Non, autre? non, non, on regarde pas la licence, c'est juste repo public en général. Mais je l'ai dit au Allez-y. début, vous êtes une entreprise, donc c'est quoi le modèle business? Comment vous gagnez de l'argent derrière? On a un SaaS, donc en fait, on vend notre l'accès à la plateforme pour les repos privés, quoi, et puis pour les fonctionnalités plus avancées, de batch par exemple, etc., à des entreprises, des équipes de dev en général, entre 50 et 400, 500 développeurs,
qui du coup ont besoin de systèmes de merge queue pour les raisons que j'évoquais, de batch, d'efficience, etc., de latence de merge, d'être sûr que ça fonctionne. Donc notre business model, c'est de vendre des abonnements, comme tous les SaaS, au nombre d'utilisateurs. Un prix par mois par utilisateur. Exactement. Pour les repos privés, pour les fonctions plus avancées aussi. Alors le merge queue, moi je connaissais pas, donc j'ai découvert avec toi quand on a préparé cet épisode il y a quelques jours. Je travaille sur des petits projets open source à 2 ou 3 personnes, on n'a pas trop ces problèmes, même si je comprends bien et je montre de l'empathie par rapport à ce que t'expliquais. Mais c'est qu'une partie de ce que vous faites aussi. T'as parlé d'Insight sur le CI, c'est quoi cette partie-là? Ouais, effectivement. Donc, en fait, en bossant sur un peu ce projet, ce produit de merge queue pendant quelques années, on s'est rendu compte que c'était un des problèmes, mais c'était pas le plus gros problème finalement des CI en général. C'est que ça, c'est un problème que tu as, mais finalement que tu as dans des conditions particulières qui sont à une taille d'équipe assez grosse. C'est souvent des gens qui font du déploiement continu. C'est souvent des équipes, des fois qui font du coup du hardware ou qui ont des contraintes de CI assez fortes. Donc c'est un peu un marché de niche finalement, le marché sur lequel on est de la merge queue. C'est pour ça que comme tu dis, tu connaissais pas, mais finalement t'es pas le seul. Il y a une majorité d'ingénieurs à qui on parle de merge queue, qui même les gens qui bossent chez nous, quand ils postulent, on leur dit on fait des merge queue sur GitHub, ils nous regardent C'est la bizarrement. première question, c'est quoi une merge queue? Bah c'est ça en fait. Du coup. Tu leur expliques ou ils ont déjà regardé avant, il faut que je connaissais pas, etc. Et c'est pas grave en fait, c'est normal parce que si t'as pas le problème, tu vas pas chercher la solution. Donc, mais le vrai aspect qu'on voit au sens plus large quand on parle à des gens du CI, c'est ce qu'on disait au début, c'est les problèmes de vitesse, mais les problèmes de ça marche pas bien. Et donc la première solution sur laquelle on a commencé à bosser l'année dernière, c'est la partie observabilité, c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas beaucoup de tooling aujourd'hui sur le marché qui te permettent d'avoir une vraie vision de ce qui se passe dans ton CI. Alors, tu vois un peu ce qui se passe du côté de Circle, de GitHub Action, mais t'as pas vraiment d'insight sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les patterns de ce qui marche pas. Si je fais, je sais pas moi, des GitHub Action sur mes self-hosted runners sur AWS, si j'ai un truc qui marche pas, je sais pas moi, un runner qui marche pas régulièrement, je le sais pas, j'ai juste des jobs qui fail, mais je vois pas les patterns. Côté des tests, souvent tu as des suites de tests plus ou moins longues qui tournent, tu as des tests qui sont flaky, ce qui fait que le problème des tests flaky, ça tout le monde là, c'est que tu fais une PR, elle marche pas, tu regardes pourquoi elle marche pas, c'est un test qui est flaky, du coup tu relances le test, du coup tu as le développeur. Tout ça c'est du babysitting de pull request qui sert à rien, qui est une perte de temps pour les développeurs. J'adore Et le voilà. nom, du babysitting de pull request. Je vais le réutiliser celui-là. Bah ouais, mais c'est ce que font beaucoup de développeurs en fait. Tu vois, Bah quand on oui, parlait au début des oui. merge queue, en fait, beaucoup de clients chez nous sont venus parce qu'ils avaient activé ce mode chez GitHub de je veux mes pairs soient à jour pour être sûr que ça marche. Et du coup, impossible de merger si t'as pas Rebase. Du coup, tu passes ton temps à Rebase donc c'est ce que j'appelle du babysitting, c'est tu passes ton temps à faire des trucs qui n'ont aucune valeur, que tu devrais te faire en mode automatique et intelligente. Et les flaky tests, c'est la même chose. T'as des tas d'équipes, tu leur parles des flaky tests. Ah bah oui, on a plein, ça dépend des périodes, mais souvent on en a. Et du coup, ça nous ralentit, il faut qu'on lance le job, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Et après, on peut merger. Mais des fois, du coup, en plus, on a des clients qui, du coup, font double niveau de test puisque tu testes dans la PR et tu retestes à la fin que ça marche bien dans un batch, par exemple. Et donc, quand ton batch, il a un mauvais signal du CI qui dit, là, le batch marche pas, et qu'en fait, ça marche pas, c'est un flaky test qui a échoué parce qu'il échoue une fois sur 10, tu vois, de manière aléatoire. Bah, du coup, nous, tout le batch, on doit le mettre à la poubelle, commencer à le découper pour voir qu'est-ce qui marche pas dans le batch. Donc, en fait, tu pourras un temps fou juste sur un signal qui est faux dans le CI. Donc, en fait, la qualité de ton CI va être la qualité du signal que ton CI peut donner et au PR et à la merge queue, par exemple, dans le cas de merge queue. Et ça, c'est super important. Et les développeurs peuvent attendre un temps fou avec ça. Alors, t'en as qui ont des un peu d'outillage plus avancé ou qui ont construit eux-mêmes. On parlait des équipes qui, du coup, en ont eu marre et ont buildé leur propre tooling, tu vois, des fois fait de briques et de broc pour faire de la quarantaine ou faire des retries, tu vois, de trucs en boucle. On a vu des équipes qui relançaient tous leurs tests qui échouaient 5 fois, juste au cas où, tu vois. Enfin, des trucs complètement hallucinants parce que du coup, tu perds la qualité du signal, en fait. Tu sais plus si le truc est cassé, à quel point il est flaky, si c'est un problème de test, un problème de code, tu sais pas trop. Ouais, il Et vaut t'as mieux pas réparer d'outillage. le root cause dans ce cas-là. Il vaut mieux fixer le test C'est ça, plutôt. mais du coup, en fait, la plupart des équipes, si tu leur demandes donne-moi ta liste de tests qui sont flaky et à quel point ils sont flaky, personne ne sait en fait. T'en as qui ont des fois, tu vois, une sorte de fichier Excel ou des tickets dans un coin en disant ouais, on a la liste des tests comme ça, mais vite fait, tu vois, sur un coin de table, en fait, t'as pas d'outillage et c'est good enough. Souvent, tu vis avec Ouais, ça, ça, on mais permet de vivre avec, quoi. ouais, mais tu vois, c'est un peu, tu fais un footing, mais t'as un peu mal à la cheville, quoi. Mais bon, ça va, en fait. Ça va quand même, t'avances pas vite. Mais du coup, c'est un peu ce problème-là qu'on essaie de résoudre. C'est de dire, OK, en fait, ce serait cool si tu pouvais juste courir tout le temps à pleine vitesse et de savoir que si t'as des soucis, on va pas les mettre sous le tapis, mais on va te les remonter en disant, OK, celui-là, il est pas très important.
peut-être c'est pas très grave. Par contre, celui-là, c'est un vrai souci. Faut s'en occuper et d'avoir cette classification de problèmes que tu as dans le CI, mais que ça t'impacte pas pour autant et que tu puisses quand même avancer tout en sachant que, bon, des fois, peut-être faire une pause, corriger des problèmes, mais que ça ne soit pas bloquant. Parce qu'en fait, tu vois beaucoup d'équipes qui sont bloquées et tu vois le classique de ma paire, elle marche pas. Ah, le CI, il est cassé. Pourquoi il est cassé? Et donc, tu vois, tu sais pas parce que t'es 50, 100 développeurs dans l'équipe. Du coup, tu vas sur Slack et tu dis, bon, bah, je comprends pas. Ce test, il est flaky. Ah oui, moi aussi, je l'ai vu. Dans ma PR, il échoue aussi une fois sur deux. Du coup, c'est pas toi. En fait, c'est pas ton code. Cherche pas. C'est un truc dans main qui a été mergé la semaine dernière. Ah, tu vois, c'est insupportable, ce genre. Tu perds un temps fou de communication, de ça, parce que t'as pas d'outillage et t'as pas de root cause analysis et de trucs pour l'empêcher. C'est aussi un truc sur lequel on bosse beaucoup. C'est empêcher ces flaky tests, par exemple, d'arriver dans le code base. Et ça se matérialise comment? C'est également une application à mettre dans son Ouais. repo. Et C'est puis, ça, on a quoi? Un dashboard? Dashboard sur lequel on bosse beaucoup du coup en ce moment, c'est notre gros geste. Dashboard, on a 3 parties. La partie prévention, nous notre but c'est d'empêcher les flaky tests d'arriver. Donc on est les seuls aujourd'hui à bosser là-dessus sur le marché, c'est-à-dire qu'en fait on a des stratégies on détecte les nouveaux tests qui vont arriver dans les PR, on va les relancer par exemple 1000 fois pour être sûr qu'ils fonctionnent, qu'ils sont pas flaky. On a des stratégies comme ça pour être sûr que le nouveau code que tu vas introduire dans main va pas casser une fois sur deux, une fois qu'il sera mergé. Parce que du coup quand tu as un test qui, tu vois, échoue une fois sur 10, ben, tu peux très bien le développer, faire de la code review, dire ouais, ça a l'air de bien marcher ton truc, et puis une fois que c'est mergé, bon, ben, en fait, ça casse régulièrement le CI, et en fait, tu le vois pas. Donc, nous, on fait tout pour empêcher que ça arrive. On a une phase d'identification, pareil, côté dashboard, où tu vas pouvoir voir tous les tests qui sont flaky, le degré, à quel niveau ils sont flaky, c'est s'il échoue une fois sur 1000, bon, c'est pas très grave. Si c'est une fois sur deux, c'est un peu plus relou, ça risque d'impacter vraiment ta vélocité en termes de CI et de développement. Donc on va pouvoir te remonter qu'est-ce qui est flaky et là où tu dois mettre ton focus sur corriger les problèmes et potentiellement, toujours pareil, hein, quand les tests sont flaky, c'est pas forcément la faute du test, ça peut être un vrai bug que tu as dans le code qui est détecté par le test. Donc à voir comment tu corriges. Et on a une dernière partie qui va être la partie remédiation, qui va être ok, si ton test il est flaky et qu'il échoue dans le CI, plutôt que de tirer une balle dans le pied et de faire échouer le CI, on va dire ok, il est flaky, donc soit on va faire de l'auto-quarantaine, soit on va relancer le test nous-mêmes automatiquement en disant on sait qu'il échoue une fois sur deux, donc on va le lancer 3 fois, comme ça on est sûr qu'il va être marché au moins une fois. Par contre, si vraiment au bout de 3-4 fois il aurait dû marcher et qu'il marche pas, c'est qu'il y a un problème, peut-être qu'il est vraiment cassé maintenant. Donc il faut peut-être regarder et se dire attends, là t'as vraiment cassé le truc. Donc on va faire gaffe à ce genre de pattern. Et ce sur quoi on veut bosser l'année prochaine, c'est aussi le côté remediation, en essayant, on a beaucoup d'infos sur quand le test a commencé à être flaky, pourquoi il a commencé à être flaky, donc potentiellement aller corriger ce test nous-mêmes en disant ok, là il y a un truc qui a été introduit, cette PR a cassé le test par exemple, du coup est-ce qu'on pourrait pas aller corriger le code directement et corriger le test potentiellement et arrêter qu'il soit flaky. Alors j'ai la même question, il faut peut-être pas du compute pour ça, mais il faut du stockage en tout cas, parce que tu parles de garder l'historique, etc. Vous stockez ça où? On stocke ça dans le cloud. Aujourd'hui, on stocke. Mais Ouais. donc, ok, donc là vraiment il y a quelque chose en plus du repo Oui. de l'infra GitHub du client. Ouais, là pour le coup, on a un vrai boulot. Jusqu'à présent, on a beaucoup fait les feignants, tu vois, on stockait pas grand-chose et on utilisait beaucoup entre guillemets GitHub et voilà, mais il y avait très peu de stockage de notre côté. À part le côté un peu statistique ou genre de choses qu'on stockait historique de notre côté. Mais là, oui, on a une vraie analyse complète de tout ce qui se passe dans le CI, des tests, etc. Donc, on a des vraies problématiques de stockage. Donc, chez nous, on fait beaucoup de PostgreSQL. Donc, c'est une grosse base de données sur lesquelles on stocke toutes ces infos-là. En multi-tenant, puisque sparse. c'est des données propres à chaque client. Exactement. Ouais. Et là, vous êtes, c'est un produit commercial ou gratuit également pour les projets open source? Pareil, en fait, on a un modèle un peu de freemium où tu as une partie qui est gratuite avec assez peu de données de rétention. Donc, tu as une rétention de 24 heures, par exemple, donc tu auras assez peu d'analytiques, etc. Mais qui peut être suffisant pour des petites équipes ou des petits projets, etc. Et si tu veux plus de rétention, plus de features, c'est pareil, on a un modèle payant. En fait, le modèle payant, on a fait en sorte que, pour nous, c'est toujours le même problème que ce soit MergeQ ou CI Insight. Donc, en fait, on a un seul produit, une seule plateforme à laquelle tu peux t'abonner, avoir accès. Donc nos clients ont accès à tout à chaque fois, que ce soit la partie CI Insight avec observabilité, flaky test, etc., la partie MergeQ, etc. Ah, une fois que tu es abonné, tu as accès à l'ensemble de vos produits, d'accord. C'est un abonnement par développeur par an ou par mois. Exactement. Ok, d'accord. Et je regardais votre site web ce matin avant l'enregistrement, il y avait MergeQ, il y avait CI Insight, et il y a un troisième
produit, si je peux l'appeler comme ça, ou service, qui levait ma curiosité, qui a titillé ma curiosité, c'est Workflow Automation. Et j'ai envie de repartir de la même question. C'est quoi le problème que vous essayez de résoudre là? Alors ça, c'est un produit qui est plutôt historique chez nous. C'est pas celui qu'on met le plus en avant. Je vais t'expliquer ce qu'on fait avec Workflow Automation. Bah, en fait, c'est des raisons. On a commencé Mergify à l'époque où GitHub Action n'existait pas. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a commencé, Waouh. ouais, en fait, on a Ok. commencé il y a très longtemps. Et un des premiers problèmes qu'on a essayé de résoudre avec Mergify, c'est du coup l'automatisation des workflows. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de choses que tu peux faire avec GitHub Action. La grosse différence, c'est que ce que tu vas faire avec un GitHub Action pour automatiser ton workflow, il va te falloir des dizaines de lignes de code YAML, JavaScript, etc. Même si GitHub a beaucoup simplifié ces dernières années, où là, chez nous, en fait, mais on quand avait même, tout ça peut être, codifié. quand tu Ouais, commences ça peut avec être des un peu matrix, long. etc., ça peut être assez Et en compliqué. fait, il y a beaucoup de patterns en fait d'automatisation qui peuvent être, tu vois, de rebase des PR automatiquement, de les labelliser, de mettre des commentaires, etc., d'avoir des workflows en fait que tu as dans tes PR qui sont vraiment spécifiques à chaque équipe, que nous on a en fait automatisé dans notre tab GitHub et sur lesquels tu peux en fait automatiser tout ça avec du YAML, de manière en 3 lignes de YAML, tu peux en fait automatiser le truc. La grosse différence avec GitHub Actions, c'est que déjà bon, on a commencé bien avant, donc tout le monde nous a fait, mais pourquoi vous avez, parce que la partie configuration chez nous s'appelle Action, et donc tout le monde nous a dit, mais pourquoi vous avez appelé ça Action comme GitHub Action? Je sais pas, parce qu'en fait, on est Bah arrivé non, c'est avant eux eux. qui ont appelé ça comme nous. Il y a beaucoup de trucs sur lesquels pourquoi vous faites comme GitHub? En fait, GitHub nous a littéralement copié. Bon, après, on n'a pas inventé non plus le mot Action, tu vois, mais genre, voilà, je pense qu'on a été une bonne source d'inspiration sur beaucoup de parties, que ce soit la partie merge, etc., pour GitHub, donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, du coup, la partie action chez nous, qu'on appelle Workflow Automation, c'est la partie où tu vas décrire en fait l'état de ta PR. C'est la grosse différence avec le paradigme de GitHub Action où GitHub c'est pas trop ennuyé entre guillemets. Ils ont fait un truc très simple où c'est event based chez GitHub Action. Donc ce que tu fais chez GitHub Action quand tu écries des workflows, c'est que tu dis si j'ai une pull request ou si un changement sur man, on déclenche ça. C'est exactement quand il y a un changement, quand il y a un événement. Donc si quelqu'un rajoute un label, si quelqu'un fait une pull request, si quelqu'un fait ça, alors fais ça. C'est bien. Mais c'est vraiment l'enfer parce que par exemple si tu veux je sais pas moi faire une action quand un label est présent, tu dois écouter tous les événements labels et te dire ok, donc dès qu'il y a un événement label, là il a été enlevé donc je fais rien, là il a rajouté que je fais quelque chose, donc il y a un côté pas pratique parce que tu dois connaître les événements sur lesquels tu veux écouter et écrire le code en conséquence. Nous on a fait un truc qui est state based, donc en fait tu vas décrire l'état de la PR et dire si ma PR elle a 3 approvals, ce label, que le CI est passé, qu'il est 8h du matin, alors tu peux poster un commentaire, la merger, la mettre en queue, etc. Donc on a ce côté très différent dans le paradigme où nous on a écrit un truc qui est beaucoup plus facile à utiliser parce que tu vas décrire ton workflow en termes d'état et pas en termes d'événement. Donc c'est pas le même use case, c'est beaucoup plus facile. Le fait est que tu peux implémenter la même chose avec GitHub Action, c'est juste 10 fois plus verbeux et 10 fois plus chiant à maintenir. Mais c'est pour ça qu'on avait commencé comme ça. On est très content de ce design et du coup c'est pas un truc qu'on vend directement. Il y a très peu de gens qui viennent chez Mergify pour ça. Par contre, je crois qu'on a 90% de nos clients qui l'utilisent parce qu'en fait, c'est tellement pratique. C'est tellement plus simple d'automatiser tes workflows de manière assez simple, tu vois, qu'ils soient mettre des labels, poster des commentaires, fermer ta paire, la mettre en queue, la merger automatiquement avec Mergify et Workflow Automation. Où en fait, il y en a, je pense vraiment 90% des clients qui utilisent au moins quelques lignes de ça pour automatiser un petit truc, quoi. Et alors, j'ai vu dans votre doc qu'il y a une API également, c'est un truc qu'on aime bien chez AWS, des API. À la base, AWS, ce sont des API d'abord. Comment vos clients utilisent les API? Alors, on a une partie d'API pour chacune des produits, finalement. Donc, on a une partie API sur la Merge Queue qui te permet principalement de faire de la lecture, je dirais. En fait, le contrôle de la Merge Queue se fait essentiellement par GitHub. Donc en fait, ce qui est assez pratique parce que ça évite aux clients d'apprendre une nouvelle API. Donc si tu veux mettre une paire dans la queue, il suffit d'utiliser l'API de GitHub et de poster un commentaire. Donc, si tu veux le faire automatiquement, on a la partie Workflow Automation qui permet de le faire automatiquement, donc tu pas besoin de faire ça. Mais du coup, le contrôle se fait beaucoup par GitHub. Par contre, toute la partie Analytics, c'est-à-dire la partie Event Log, si tu veux auditer ce qui s'est passé dans la merge queue, la partie statistique, etc., qui est stocké de notre côté, tu peux récupérer tout ça via l'API. Donc c'est principalement pour ça. Donc on a des clients qui utilisent ça pour faire du reporting custom, faire un dashboard custom ou ce genre de choses. Et après on a toute la partie CI Insight sur laquelle tu vas pouvoir utiliser l'API pour récupérer directement ce que tu as besoin de récupérer pour faire soit ton analytics, donc la liste des jobs, des tests, etc. Tu peux tout. Nous on a nos dashboards à nous, qu'on a pré-build, etc. Qui sont mais les clients peuvent créer leur propre dashboard s'ils le souhaitent. Exactement. Si tu veux faire du reporting, une intégration. Ou intégrer à d'autres choses, à Grafana ou ce qu'ils utilisent.
tu peux faire ce que tu veux derrière et récupérer directement les datas. Donc c'est pareil, on a des clients qui font des exports comme ça, tu vois, genre en CSV pour les retraités derrière, plein de trucs comme ça. C'est principalement les endpoints d'API qu'on a aujourd'hui qui sont utilisés, c'est principalement pour ça, ouais. Alors tu vis, tu manges, tu rêves de CI depuis une dizaine d'années maintenant. Comment tu vois le futur, à la fois pour Mergify, les choses sur lesquelles vous travaillez, sans dévoiler de secrets, et puis peut-être au niveau de l'industrie en général, les tendances du moment en matière de CI. Bah, j'ai commencé ça il y a quinzaine d'années maintenant, au tout début, où c'était vraiment les balbutiements, tu vois, le début de Jenkins ou des Mhm. produits un peu ou des projets comme ça. Donc c'est assez cool de voir l'évolution dans ce monde-là parce que je pense qu'on est parti de pas mal d'équipes qui se demandaient à quoi servaient les tests. En fait, ce serait cool de tester régulièrement et d'avoir des trucs d'intégration continue où on teste en permanence les nouveaux changements qu'on fait, etc. Donc on est encore dans une phase pour moi de transition où tu as évidemment plein de boîtes qui sont early adopteurs de toutes ces technos, etc. Mais si tu vas dans l'industrie, de manière générale, logicielle, tu vois qu'il y a encore beaucoup de retard et il y a encore beaucoup d'équipes qui ont quasiment pas de CI ou des pratiques qui ont 5, 10, 15 ans de retard, quoi. C'est assez fou. Donc il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Donc, je pense qu'une grosse partie encore, C'est de malheureusement, en fait, l'adoption, c'est l'évangélisation, l'adoption, ouais. d'adoption. Mhm. Exactement, pour beaucoup d'équipes, en fait. Alors, c'est pas forcément les équipes avec lesquelles on bosse parce que ça m'arrive de faire des calls avec des prospects qui m'expliquent que, bah, en fait, ils ont pas vraiment de CI, du coup, je vais pas vous aider parce que nous, s'il y avait pas de CI, en fait, là, vraiment, vous êtes beaucoup trop loin. Faites du CI et revenez nous voir après, on pourra peut-être vous aider dans d'autres aspects, mais, donc, il y en a encore, en fait, même si ça me surprend toujours, il y a encore des équipes qui bossent, tout nus. Vraiment, qui sont, tu vois, sans filet, en mode, genre, on verra bien si ça marche. Donc il y a une grosse partie, je pense, encore de l'industrie qui a du retard là-dessus. Pour ceux qui sont plus en avance ou qui sont un peu à l'état de l'art, je pense que le principe des merge queues se développe de plus en plus. En fait, grâce à GitHub qui justement a lancé leur Ouais. feature de Mhm. merge queue, alors qui est pas aussi complète que la nôtre, mais qui marche très bien pour des gars très basiques. Ils ont une merge queue qui est très simple. Où ce que je décrivais au début, c'est t'as une queue, on prend la première paire, etc. Mais en fait, t'as plein d'équipes qui ont des petits projets où le CI dure 5-10 minutes, qui a pas vraiment de problème de latence, qui a pas de problème d'économie de CI. GitHub, ils sont contents parce que ça te fait consommer plus de GitHub Action, du coup, ça leur fait plus de sous. Donc, tu vois, de ce côté, un peu, c'est cool, en fait, et ça marche bien, et ça démocratise pas mal la merge queue, et je vois de plus en plus d'équipes qui l'utilisent. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est un truc sur lequel moi j'avais parié il y a 5-6 ans quand on a commencé en me disant c'est clairement le truc du futur, tu peux plus merger à l'arrache et se dire bon, on verra bien si ça marche à la fin. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vois en phase de développement, même pour les équipes qui sont plus petites. Alors, la merge que GitHub va pas aussi loin que nous, du coup, c'est difficile de l'utiliser au-delà d'une cinquantaine de développeurs. Ça scale plus, tu commences à avoir un gros bottleneck. Si ton CI teste vraiment des trucs et tout, ça devient très compliqué. Mais on le voit de plus en plus, donc ça, c'est plutôt cool, plutôt encourageant, je pense, dans ce monde-là. Après, côté CI, il y a clairement... En fait, la techno, de manière générale, a pas beaucoup évolué. Tu as de plus en plus de providers, tu vois, de services externes, même à externe à GitHub Action, qui essayent de faire des choses, mais pour l'instant, on voit beaucoup l'innovation comme étant ce qui est lent chez GitHub Action, c'est les runners de GitHub qui tournent sur Azure, etc. Du coup, bah, déployez vos propres runners, tu vois, sur AWS ou autre, et vous allez gagner du temps et ça va coûter moins cher. Ce qui est pas faux, mais tu as Mhm. aussi le côté maintenance derrière qu'il faut, Ah, bah non, il ouais, bien faut, sûr. tu vois, Ouais, ouais. C'est et une voilà, il machine en faut quand plus même ou des machines en plus qu'il faut exactement. patcher, qu'il faut tenir à Et jour. voilà, faut s'occuper de ton infra, Mhm. donc ça a aussi un coût qui est pas toujours calculé par les équipes, mais si tu as la taille nécessaire, c'est effectivement un moyen d'eux. Mais bon, en Mhm. termes d'innovation, on n'est pas sur un truc incroyable, si tu veux. On est juste en mode, bah, mettez des machines qui vont plus vite. Donc c'est cool, mais c'est pas non plus incroyable en termes d'innovation technique. Donc c'est un truc sur lequel nous on essaie pas mal de bosser. Déjà côté, comme je disais, robustesse du CI, être sûr que ça fonctionne, etc. Donc c'est un truc sur lequel on bosse beaucoup. Et un truc sur lequel on veut bosser aussi dans le futur, c'est le côté vitesse. Tu as plein d'aspects vitesse qui sont challengeants. Par exemple, sur le côté monorepo, ou si tu prends des équipes qui n'ont pas de tooling avancé, vont avoir un monorepo sur lequel, dès que tu fais un changement, tu vas lancer tous les tests de tous les projets du monorepo, quoi. Ce qui est pas vraiment acceptable. Donc, tu as des solutions qui existent, du genre Bazel, etc., qui sont des Mhm. systèmes de build, de tests complets, Ouais, mais qui il y a une sont learning curve sur Bezel qui est quand même réservée aux énormes. très grandes équipes. Énorme. Et bah, on a des clients qui font du Bazel, et le mois dernier, j'ai un client qui m'expliquait qu'en fait, ils avaient une personne full-time pour faire du Bazel, et Mhm. qu'en gros, ils avaient vite découvert que t'as une sorte de gourou Bazel dans leur équipe qui, en fait, t'explique que la doc, il y a rien dans la doc de Bazel, en fait. C'est du tribal knowledge, c'est-à-dire c'est des gens qui se passent entre eux dans la communauté Bazel, tu vois, les bonnes pratiques, les connaissances, etc. Parce que c'est,
En fait, il y a assez aussi peu de gens qui utilisent ce genre de système de build qui est quand même pas simple à mettre en place et à maintenir, et que du coup, bon, c'est une équipe de 250 ingénieurs, donc tu peux avoir une personne full-time qui s'occupe de ton système de build, etc., et de CI. Mais tu te rends bien compte que là-dessus, pour moi, il y a des trucs qui manquent. Et c'est aussi vrai pour le côté multi-repo, où du coup, tu as d'autres problèmes qui sont, tu peux pas lancer tous les CI de tous les repos, donc comment tu fais pour faire avancer dans ton repo et dans ton projet sans casser les voisins, mais sans non plus les ralentir en disant on va tout relancer, et puis sinon tu peux pas tout relancer parce que ça marche pas. Donc ça, c'est des trucs qui sont toujours pas résolus en fait aujourd'hui. Et donc chacun résout les trucs de sa manière. Donc toutes les équipes à qui on parle ont des façons de faire différentes, avec des trade-offs différents, et elles sont même pas sûres d'avoir fait les bons trade-offs parce que elles ont pas le recul nécessaire en fait souvent pour se dire ah oui, on n'est pas encore tombé dans ce piège. Et nous on le voit en fait chez différents clients, les trade-offs qu'ils font, et des fois ils font pas les bons mais ils le savent pas, ils le découvrent trop tard, mais on l'a vu chez d'autres équipes. Donc ça nous donne pas mal d'insights sur les problématiques en fait côté CI, et on se rend compte qu'il y a GitHub Action par exemple, ou peu importe les autres, mais c'est un très bon système de CI, mais c'est vraiment une brique très bas niveau quoi. C'est vraiment juste lance des jobs sur des runners et vois ce qui se passe quoi. Donc ils essayent d'améliorer ça petit à petit, mais t'as quand même pas beaucoup d'outillage en termes d'observabilité, par exemple, sur ton boss, ou en termes de robustness de manière générale. T'as rien du tout. Donc pour moi, c'est la grosse évolution des années à venir, c'est comment tu fais en sorte que le CI t'aide énormément, te donne un bon feedback, soit pas un bottleneck, et c'est d'autant plus vrai, et on parle de plus en plus des équipes qui sont AI assisted. Donc en fait, quand un throughput, tu vois, de nombre de PR qui est encore plus gros qu'avant, mais du coup, le CI est encore plus un bottleneck parce qu'en fait, tu peux générer énormément de code, mais tu as besoin d'être sûr qu'il soit valide. Donc, tu as besoin de le faire valider. Alors, tu peux faire des tests écrits par IA, etc. C'est cool, mais tu as besoin du coup de lancer de plus en plus de code, de plus en plus de tests, et d'avoir une feedback loop de plus en plus rapide parce que sinon, tu perds du temps. Et donc, le vrai challenge dans le futur, pour moi, c'est d'arriver là-dedans. C'est comment tu fais pour faire en sorte que tout ça, toutes ces contraintes ensemble, mélangées, bah, ça te bloque pas et tu te dis pas, bon, en fait, c'est la cata. Dans Monorepo, il y a trop de jobs qui se lancent, on peut plus rien merger alors qu'on a des dizaines de PR en attente qui sont écrites par des agents, mais en même temps, il faut bien qu'on les teste et qu'on soit sûr que ça fonctionne. Et enfin, comment tu fais pour orchestrer tout ça et que ça fonctionne et que tu as un truc qui soit pas rouge un jour sur deux et qui mette 3 heures à tourner? On va avoir de plus en plus de code, comme tu dis, à tester, puisqu'il y a de plus en plus d'agents qui écrivent du code, des agents qui écrivent des tests, et donc tout ça, ça augmente la taille de l'infrastructure nécessaire. Au début de la conversation, je me disais que tiens, vous êtes complémentaires à des boîtes dont le métier c'est le CI, comme Circle CI que tu as déjà mentionné, Bitrice également, mais en t'entendant parler là, vous pourriez évoluer pour aller sur le même terrain, offrir des solutions de CI complètement intégrées en SaaS. Ouais, exactement. En fait, on voit avec le temps que là où on veut pas forcément aller, en tout cas à court terme, c'est sur ce que fait, tu vois, le côté Bitrice ou Circle, c'est le côté runner en fait qui nous intéresse pas des masses parce que t'as un côté en fait très Infra. finalement tu fais ouais, très infra, et très tu te places entre un vendeur d'infra comme AWS, tu vois, de cloud, et le client final. C'est pas forcément un truc qui nous intéresse vraiment. Il y a un côté comme je disais tout à l'heure, pas très technologique finalement, et pas très software, qui est pas trop notre truc. Par contre, on est plus sur comment tu fais pour leverage finalement ton compute, qui soit chez Bitrice, AWS directement avec tes runners, etc. Mais pour faire en sorte que ça fonctionne vraiment et se mettre par-dessus. On est plus sur ce genre de play-là, nous, en tout cas, à l'avenir, que de revendre finalement du compute, ce que font des GitHub Action, etc., en margeant par-dessus, tu vois, ce que font même plein de fournisseurs. T'as plein de fournisseurs alternatifs, par exemple, à GitHub Action, qui font la même chose que GitHub Action, c'est juste des runners alternatifs en disant, nous, on est 2 fois moins cher, on maintient l'infra à votre place, etc., quoi. Ce qui est déjà Ouais. une bonne proposition de valeur, hein, mais c'est juste que tu fais intermédiaire avec un fournisseur de cloud. Ouais, puis ça va être une course au coût aussi, avec des marges probablement C'est ça, minimales exactement. Ouais. là-dessus. J'ai vu que vous engagez également, si un ou une auditrice a envie de travailler dans ce monde-là. C'est quoi le poste ou les postes qui sont ouverts chez vous? Aujourd'hui, on cherche un staff software engineer, donc ingénieur logiciel avec je sais pas, 8-10 ans d'expérience, qui est prêt à bosser dans une startup autour du CI sur un outil qui parle aux développeurs, qu'on utilise nous-mêmes tous les jours. Ça, c'est plutôt cool. Même si on n'a pas les mêmes problématiques que nos clients parce que on est La taille moins ne d'une fait dizaine dans n'est pas l'équipe. là, ouais. Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas les mêmes enjeux. Notre CI est assez long, mais il dure pas 3 heures. On fait pas de hardware, donc on teste pas des lidars, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais ouais, clairement, on embauche en ce moment. On cherche un Full dev remote. pour nous épauler. On est en full remote, ouais, chez Mergify. On a monté la boîte avant le Covid, mais du coup déjà en full remote. En fait, moi et Mehdi, mon associé, on vient du monde open source, donc on a cette culture vraiment de bosser à distance depuis des années et ensemble, parce qu'on s'est connus avant dans des projets open source et dans des boîtes où on a bossé entre autres chez Red Hat, etc. Donc c'est voilà, vraiment cette culture du remote, de l'asynchrone. Donc on a monté la boîte comme ça naturellement, et donc toute l'équipe est déjà en remote, dispatchée partout en France. Mais en France, quand même.
Ouais. Ou pas nécessairement, si. Aujourd'hui, pour on cherche engager. en France. Mhm. Ouais, on cherche en France exclusivement. Ouais, pour des questions de légales, de contrats et de taxes, parfois c'est pas nécessairement Ouais, facile d'aller exactement. engager dans Plein de d'autres pays. raisons pratiques. Mhm. Ouais, et puis après aussi parce qu'on est assez peu nombreux, donc si on avait des gens un peu dispatchés partout, je pense que ça rend les Ouais, trucs c'est plus moins compliqués en termes de facile pour se cohésion voir. d'équipe, Ouais. etc. Ouais, c'est ça, exactement. C'est challenge RH après, c'est un autre sujet. On pourra faire un autre épisode. Pas ici, c'est pas mon sujet, le RH. Merci, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez appris plein de choses aussi. Mergify.com, c'était Julien Langeau, tu es cofondateur, CEO de Mergify. Merci d'avoir répondu à mes questions, parfois naïves, d'avoir passé un peu de temps avec nous, avec les auditeurs auditrices du podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté. Prochain épisode vendredi prochain dans toutes vos bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.